Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Salut à toutes et à tous, vous regardez Les Indiscrets de Niels Wilke, programme que nous testons aux médias et qui sera sur la grille de la saison prochaine et peut-être sur la TNT si vous, notre public, nos uniques mécènes, si vous nous en donnez les moyens. Nous avons déjà récolté plus de 125 000 euros. Donnez-nous les moyens de créer ensemble la télé du futur, la télé de celles et ceux qui ne la regardent plus. Soutenez-nous sur tnt.lemediatv.fr. L'idée de ce programme, c'est de regarder derrière le rideau de fumée de la communication politique et de vous donner à voir le croisement entre ambition personnelle, tactique et stratégie, idées de fond et imposture idéologique, de voir de près le théâtre d'ombre qu'est la politique quand elle change la vie ou quand elle tente de maintenir les privilèges acquis. Le taulier de ce programme, c'est Niels Wilke, journaliste indépendant, journaliste politique jusqu'au bout des doigts. Il recueille les confidences des politiques de tous bords. Et cette fois-ci, nous évoquerons le plan diabolique de Macron pour dynamiter la gauche après les législatives, le doigt d'honneur du groupe Bolloré à l'Arcom et les dessous de la guerre au couteau entre François Ruffin et la team Jean-Luc Mélenchon. Salut Niels. Salut Théo. On imagine qu'Emmanuel Macron, quand il se rase le matin, ne pense pas comment reconduire Gabriel Attal à Matignon. C'est manifestement perdu d'avance. Mais il n'a pas renoncé à travailler au corps la gauche pour la diviser. Comment et dans quel but, Niels ? Oui, alors on peut dire que Macron et ses conseillers n'ont plus de crédit politique après le désastre des européennes et cette merveilleuse idée de dissoudre l'Assemblée, mais ils ont encore des idées, Théo. Ça carbure à l'Élysée pour tenter de trouver des solutions. Alors on le sait, le chef de l'État, et je le racontais la semaine dernière, ne digère toujours pas l'union de la gauche, qu'il n'avait pas vu venir malgré son grand génie politique. Et donc la dernière brillante idée en date de l'Élysée, c'est de débaucher des figures connues du nouveau Front populaire après les élections. Alors il s'agit évidemment plutôt des figures social-démocrates, par exemple François Hollande, donc toute cette partie du Parti socialiste. Et bon, on sait que le président veut ratisser large, voire très large, pour construire une coalition dont il a esquissé les contours dans sa lettre aux Français au lendemain des législatives, que l'on va voir notamment dans la Provence, puisque la lettre a été diffusée dans toute la presse quotidienne régionale. Alors quand même, il faut souligner qu'on est très très loin aujourd'hui d'un tel scénario, parce que la dernière projection Harris donne quand même plus de 300 sièges au RN et à ses alliés de la droite, puisqu'Éric Ciotti a conclu l'accord du diable avec le Rassemblement national. Autant te dire que les plans de Macron sont qualifiés au mieux de théoriques, au pire de fumeux en Macronie. Alors Niels, c'est quoi sa grande idée de la semaine, si on peut dire ? Franchement, on commence à se demander très sérieusement, et quand je dis on, ça vaut autant pour la Macronie que pour mes confrères des services politiques, on commence à se demander donc si le président de la République ne balance pas des idées foireuses pour finir par gouverner avec le RN s'il accédait au pouvoir. À moins que le président n'ait toujours été d'extrême droite. C'est ce que pointe, par exemple, notre confrère Marc Endelveld, journaliste à Marianne. Récemment, il était dans le poste de David Dufresne et donc il rappelait en fait tout le background raciste du président. Il y a eu par exemple ces blagues racistes à Mayotte sur les kwassa-kwassa. C'est à Mayotte les kwassa-kwassa. Monsieur le Président, vous êtes un connaisseur. Mais le kwassa-kwassa pêche peu. Il amène du comoréen. Ou encore ses propos sur les personnes précaires d'où on met un pognon de dingue dans les minima sociaux, ou encore ses sorties méprisantes sur les gilets jaunes qualifié de Jojo, qui aurait le même statut qu'un ministre ou un député, mais la liste est bien trop longue, on y passerait toute l'émission. Et Marc Andevelde, il faut aussi regarder l'interview de Marc Andevelde avec Le Média sur notre chaîne YouTube, une interview qui est diffusée ce jeudi. En 2019, donc après l'interview qu'il donne à Valeurs Actuelles, j'ai plusieurs, entre guillemets, signaux faibles, plusieurs témoignages, en tout cas, de l'intérieur. Alors certes, c'est des témoignages off, de gens qui restent anonymes, mais j'ai des témoignages de l'intérieur de la Macronie qui m'expliquent, très inquiets, que le président de la République
dans un cadre privé, dans des réunions à l'Élysée, ne cesse de réemployer du vocabulaire d'extrême droite, et notamment cette formule malheureuse, notamment popularisée par Renaud Camus, écrivain d'extrême droite, de grand emplacement. Et en fait, c'est pas la première fois qu'il utilise des références d'extrême droite, même des mots péjoratifs. Des mots péjoratifs, et puis, alors, péjoratifs et racistes, ouvertement. On se souvient de différents épisodes, mais il y a également, par exemple, l'épisode de mémoire sur Pétain, où il a plusieurs fois expliqué que Pétain était quand même à considérer, y compris avant sa collaboration. Et donc, il a quand même, il a pas, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, contrairement à l'idée qu'il serait vide et uniquement opportuniste en piquant les idées un peu partout pour lui, il a surtout piqué des idées à la droite et à l'extrême droite. Quand je disais il triangule sur la gauche, oui, il a un peu triangulé sur la gauche. Et concernant la droite, il a toujours mis le curseur encore un peu plus loin vis-à-vis de ce qui était considéré comme, entre guillemets, républicain. Ils n'en ont plus rien à faire de rien. Les médias du groupe Bolloré sont déchaînés au service de l'agenda de l'extrême droite dans cette période cruciale. Et le moins que l'on puisse dire est que l'Arcom, c'est vraiment le cadet de leurs soucis, Nils. Ah ben, ils en ont plus rien à faire, comme tu dis, ils sont totalement anona et complètement en roue libre. On voit que Bolloré, quand même, lui a laissé carte blanche sur Europe 1 avant les élections avec sa nouvelle émission éphémère qui s'appelle « On marche sur la tête ». Et on peut dire que jamais une émission n'aura aussi bien porté son nom. Regardez quelques extraits choisis. Gabriel Attal, il connaît tous les dossiers, on le sait. C'est un monstre, c'est le premier de la classe. Voilà, on le sait, c'est le mec qui est le premier de la classe. Tu sais, t'es content d'être à côté de lui en TP de chimie. Tu sais que tu vas bien te sentir à côté de lui en contrôle de maths. Mais le problème qu'il a, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il donne des leçons à tout le monde. Est-ce que les musulmans de France ont raison d'avoir peur de vous ? Mais je vais vous dire, les musulmans de France, ils votent pour nous, monsieur Verdez. Maintenant, les musulmans de France, ils ont bien compris que ceux qui étaient un rempart à l'islamisme et à l'islam politique, c'était le Rassemblement national. C'est nous, parce que figurez-vous que nous avons sûrement eu le courage de nommer les choses il y a déjà bien longtemps, quand toute la gauche et la bien-pensance, même de droite, avait creusé un trou, avait mis la tête dedans. Marine Le Pen, il y a déjà 5 ans, a fait une grande loi qui est prête, d'ailleurs, qu'on pourra faire voter rapidement pour lutter contre toutes les idéologies islamistes. Ça va passer par fermer les mosquées salafistes que l'on connaît, expulser les imams étrangers. Excusez-moi, aujourd'hui, on ne peut pas dire on est d'extrême gauche. Aujourd'hui, il s'est passé des choses depuis le 7 octobre. On a eu des déclarations de la France insoumise. On a le NPA, et je le redis tous les jours, qui font partie du Front populaire. Je suis désolé. Moi, c'est comme Malik Bentala aussi. Il a dit qu'il faut faire front contre le Rassemblement national, qui disent aussi qu'il faut faire front contre le Front populaire. Je suis désolé. Oui. Ça, le 2 poids 2 mesures me rend fou. Je suis désolé, parce que on va pas se mentir, le Front populaire a eu ouvertement, et Gilles Verdez, qui est le plus modéré d'entre nous envers, bien sûr, la LFI, même lui a dit il y a des relents d'antisémitisme. Donc c'est ça. Il a progressé. Il a progressé. Non, vous vous rendez compte ? Et donc moi, Corinne Mazirou ou Malik Bentala qui dit je vais aller voter contre le RN, moi j'aimerais bien qu'ils disent on va voter contre le RN et contre le Front populaire. Donc du lundi au jeudi, on a tout le gratin de l'extrême droite qui défile chez Hanouna, Rassemblement national en tête, mais on a aussi la droite avec Ciotti, bien sûr, tous ses affidés, parfois Renaissance, pour faire bonne mesure. On a vu Robert Ménard, l'eurodéputé RN Mathieu Vallée, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, Guillaume Carayon, le responsable des jeunes LR, qui est favorable évidemment à l'alliance du RN, ou encore Loïc Signor, qui revient à la maison, puisque c'est l'ancien journaliste de CNews qui a été ensuite propulsé porte-parole du parti présidentiel. Marion Maréchal est accueillie en star, entre deux people comme Véronique Jeunesse, qui revendique publiquement son islamophobie depuis des décennies. L'extrême droite et ses alliés sont comme à la maison chez Bolloré, et la gauche est constamment présentée comme un danger, une alliance terrifiante aux mesures irréalisables. Comment ça se passe en interne ? Est-ce que tout le monde est d'accord, à Europe 1, à CNews, dans tout le groupe Bolloré, sur cette dérive accentuée, si on peut dire ? Alors c'est ça qui est quand même assez remarquable, c'est que malgré les purges opérées par Bolloré et les directeurs qu'il a savamment placés à CNews ou sur Europe 1, les journalistes continuent de se rebeller en interne face à l'arrivée d'Hanouna. C'est un peu, si tu veux, la corde du pendu, quoi. Ils en peuvent plus. Et ils le disent, d'ailleurs, publiquement sur France Info, par exemple, qui vient de publier une enquête assez édifiante. Et donc, on voit que même ces journalistes, qui pourtant certains sont restés pour des raisons alimentaires plus que politiques, font part de leur malaise. Il y en a un qui, notamment, témoigne, on se sent totalement lâché par l'Arcom. Justement, l'Arcom, on en parle... Le groupe Bolloré semble totalement s'en affranchir. On a vraiment l'impression qu'ils ne doutent de rien et qu'ils sont dans une forme de sentiment d'impunité.
Je te le confirme, hein, entre deux rires de hyène en direct sur Europe 1 pour conspuer l'alliance de la gauche pour les législatives, Hanouna balance à ses équipes qu'il en a rien à branler, je cite. C'est un ancien journaliste d'Europe 1 qui m'a confié cette sortie. Et puis surtout, l'Arcom est totalement à la ramasse parce qu'en réalité, ils font des contrôles, si tu veux, a posteriori. C'est-à-dire que l'Arcom se base sur des déclarations de la part de ce qu'ils appellent les éditeurs, donc les chaînes et les radios, et à partir de ça, ils mesurent, en fait, si tu veux, le temps de parole accordé aux différents partis politiques ou aux différentes formations. Bon, dans le cas de cette émission éphémère, le piège est absolument parfait puisque tout s'est monté en l'espace de quelques jours. Hanouna est arrivé à la place de Sophie Davant comme un roi en studio et donc l'Arcom n'a pu que prendre note de l'installation de cette nouvelle émission dans le paysage audiovisuel et radiophonique. Et par ailleurs, donc j'ai contacté l'Arcom cette semaine pour un article dans Politis. Je t'avoue que l'échange a été un peu lunaire parce que l'Arcom en fait se réfugie derrière les conventions qu'il passe avec les éditeurs, donc qui sont des contrats qui sont signés en réalité. Donc il y a eu un contrat qui a été passé avec Europe 1 dans lequel voilà, il est noté qu'il faut faire preuve d'honnêteté, par exemple, de déontologie, enfin. Et par ailleurs, on peut noter quand même, à travers les thèmes qui sont développés dans l'émission, à quel point la déontologie et finalement le pluralisme n'est absolument pas respecté. Le SMIC à 1 600 € porté par la gauche est conspué, une mesure totalement irréalisable. Corinne Maziero, qui est elle aussi limite invectivée parce qu'elle ose faire soutien à la gauche. On a aussi des séquences lunaires où on voit Christine Kelly minimiser le racisme subi par des confrères. Je vous laisse regarder voilà, cette séquence qu'on peut découvrir. J'ai eu environ 50 articles de presse par jour. La communication de CNews m'envoyait ces articles que je ne lisais pas, que de la haine, que de la méchanceté, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est incapable, etc. Pas un article pour me soutenir. Pas un article pour dire qu'on n'a pas le droit d'empêcher à quelqu'un de faire son travail. Pas un article pour dire que menacer de mort, on n'a pas le droit de menacer un journaliste de mort. Pas un article pour dire que menacer de décapitation, on n'a pas le droit de faire ça à une journaliste. Je suis effectivement choquée de voir que maintenant c'est un emballement parce que certains ont quelques petits mots d'oiseau. Donc voilà, c'est quand même assez hallucinant et l'Arcom est critiquée de toutes parts et probablement à raison parce qu'elle n'arrive tout simplement pas à faire face au rouleau compresseur Bolloré ou même des autres chaînes d'information ou d'opinion. Et c'est un vrai problème. Et en dehors de l'Arcom, est-ce que justement cette impunité accordée à l'Arcom ou alors cette apathie de l'Arcom est discutée et critiquée dans les petits cercles politico-médiatiques? Alors c'est le cas évidemment. Moi j'ai interrogé d'anciens membres ce qu'on appelle les membres qualifiés en fait du collège de l'Arcom. Donc ce sont des membres qui sont nommés par le président de la République. C'est des personnalités qualifiées de la culture, des médias, qui sont chargés en fait de faire tourner l'Arcom avec les hauts fonctionnaires. Et bon, ils sont un peu atterrés par ce qui se passe parce qu'en réalité l'Arcom envoie une simple lettre à Europe 1 pour se plaindre du manque de pluralisme de l'émission. Alors l'Arcom a beau jeu de dire que c'est 2 jours après le début de l'émission. En réalité, on voit mal ce qu'une lettre, même sévère, peut faire peur à Bolloré ou l'empêcher de faire diffuser des fake news toute la journée. Donc on voit bien que en fait, les moyens déployés par l'Arcom sont totalement sous-estimés. Et donc, ce qui se dit, évidemment, c'est qu'il faut absolument réformer l'Arcom. Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre de la Culture, le dit. Julia Cagé, économiste des médias, le dit également. Elle le répète à tout bout de champ. Elle propose d'autres solutions voilà, pour mesurer aussi le pluralisme, le respect du pluralisme sur les chaînes des groupes audiovisuels et radiophoniques. Mais tout ça ne bouge pas en réalité. Et les deux coupables, en fait, qui sont désignés par les interlocuteurs que j'ai pu joindre cette semaine, sont quand même François Hollande et Emmanuel Macron, qui ont tous deux promis qu'ils allaient en réalité réformer l'Arcom pour la rendre plus efficace, plus actuelle, et qui n'ont jamais tenu leurs promesses. Et comme me le confiait un ancien membre de ce collège de l'Arcom, on risque de le payer très cher. D'autant plus que François Hollande, contrairement à ce qui est intuitif, il a beaucoup favorisé les affaires de Vincent Bolloré, qui aujourd'hui est le principal influenceur promoteur de l'extrême droite.
Absolument, on peut le dire, oui. Précision, après le tournage de cette émission, jeudi 27 juin, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a annoncé qu'elle avait enfin mis en demeure Europe 1 de se conformer à l'avenir aux dispositions l'obligeant à exposer, avec un souci constant de mesure et d'honnêteté, les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu les élections. Une mise en demeure concernant de manière spécifique l'émission de Cyril Hanouna. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. François Ruffin ne retient plus ses coups contre Jean-Luc Mélenchon et dans l'autre sens, les coups pleuvent en provenance du noyau dur de la Mélenchonie. Oui, on peut dire que la rupture a l'air consommée entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin. En témoigne ce message d'une rare violence d'Adrien Quatennens, donc l'ancien dauphin de Mélenchon qui avait été exfiltré du groupe LFI à l'Assemblée pour sa condamnation pour violence conjugale contre son ex-compagne. Et regardez ce qu'il a tweeté en plein débat avec Manuel Bompard face à Bardella et Attal mardi sur TF1. Si Mélenchon et LFI ne t'avaient pas investi, tu n'existerais pas, et aujourd'hui tirer contre lui est ton assurance vie. Si belle soit-elle, la Picardie n'est pas le pays, rejoins le RN direct. On peut dire quand même que c'est une déclaration ultra violente, mais qu'a pu dire François Ruffin pour mettre tant en colère Adrien Quatennens? Eh bien, François Ruffin a pointé simplement les prises de position problématiques de Jean-Luc Mélenchon. Et pire, surtout, il a critiqué le grand chef face caméra sur TF1. Regardez la séquence. Vous n'êtes quand même pas avec Jean-Luc Mélenchon, a dit cette dame. Ben oui, je sais très bien que c'est pas un appui Jean-Luc Mélenchon ici. Voilà. C'est plutôt quelque chose qui repousse les électeurs. C'est un obstacle pour vous aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon? Je pense que c'est un obstacle à la victoire du Front populaire. Lui, c'est lui, moi, c'est moi, répond l'élu Damien. On peut dire que c'est une énième déclaration de guerre. Et surtout, il raconte à cet automobiliste, je pense que Jean-Luc Mélenchon est un obstacle à la victoire du nouveau Front populaire. Alors là, ça a carrément été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la direction de LFI et de Jean-Luc Mélenchon. L'un des proches de Jean-Luc Mélenchon me confiait tout à l'heure au téléphone, me disait « Vous voyez l'Arc de Triomphe, eh ben, ça représente la moitié de l'ego de François Ruffin. Il ne fait pas une réunion sans évoquer 2017, c'est malhonnête. » Voilà, donc on tire un peu à vue sur François Ruffin chez les mélenchonistes en disant en gros que c'est devenu un cavalier solitaire, qu'il n'est pas honnête, qu'il fait des deals voilà, avec le PS, avec les écolos, avec les communistes, voilà, qu'il la joue perso, qu'il est dans les considérations personnelles. Et puis qu'il ne fait que taper sur Mélenchon et qu'il effectue un travail de sape contre LFI. Donc voilà, on sent bien quand même qu'il y a une réelle colère contre François Ruffin et désormais que tous les coups sont permis. Mais est-ce que c'était nécessaire justement cette polémique ici, parce qu'on pouvait penser que François Ruffin allait recevoir des coups en réponse à ses propos au micro de Paul Laroutureux de TF1. On a l'impression qu'il y a quelque chose au-delà du calcul politique qui se joue parmi les héritiers de Jean-Luc Mélenchon, notamment François Ruffin et Adrien Quatennens. Oui, on sent que c'est devenu une lutte d'ego, une lutte de personnalité, et puis un enjeu personnel, en fait, au-delà de ça, puisque la vraie question, c'est qui va prendre la suite de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, c'est un peu une guerre fratricide, entre guillemets, entre anciens camarades. Alors, en plus, du côté de Mélenchon, on m'explique qu'en fait, on retient ses coups contre François Ruffin, qu'on n'appuie pas sur le bouton atomique. Hein. Tout le monde se réserve à cause de la campagne. M'expliquait l'un de ses proches. Donc, tu vois, on n'est pas... la guerre entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon n'a pas encore atteint son intensité de longue durée. Et on évoque aussi... Colombe qui est devenu célèbre toujours au micro de Paul Laroutureux de TF1 parce qu'en réalité c'est une électrice qui est censée être un peu le symbole des fâchés pas fachos. Je suis au RSA et on a du mal à vivre. On a du mal à vivre, on ne peut pas payer les factures, on a les huissiers, on a les menaces de tout et donc aujourd'hui c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui ressort sur ce système de dire allez, suivez-moi et on va combattre. Ici, on a quand même un taux énorme du RN et on est tous en colère. On a tous du mal. Il n'y a pas de travail.
Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'usine, il y a des combats à mener. Que ce soit pour la santé ou que ce soit pour le travail. Je suis conseillère en insertion professionnelle et au jour d'aujourd'hui, je ne trouve pas de travail, mais je suis bénévole au Resto du Cœur et j'aide les gens de la rue. Je suis responsable de la GAP pour les gens de la rue. Et au sein de la Mélenchonie, on rebondit sur, disons, le buzz que Colombe a provoqué dans certains secteurs de la gauche. Oui, on qualifie volontiers François Ruffin de naïf, côté Mélenchon. La séquence, effectivement, avec Colombe, donc c'est cette électrice RN qui est critiquée pour avoir déclaré son amour à Marine Le Pen tout en servant les Restos du Cœur, et qui avait effectivement eu droit aux honneurs de François Ruffin, qui lui expliquait qu'il voulait la comprendre, la persuader. Bon, enfin, tout ça, côté Mélenchon, ça semble quand même un peu lunaire. On m'explique que voilà, il est clairement en campagne pour 2027, qu'il préempte le camp des précaires, alors qu'en réalité, il a plutôt des méthodes de patron de droite personnellement. Donc tu vois que ça va quand même très très loin, toutes ces critiques. Alors côté Ruffin, j'ai pas eu de réponse, mais par contre, l'un de ses soutiens a quand même tenu à insister sur la violence des déclarations de Quatennens et des attaques de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui ne supporterait pas l'opposition de François Ruffin, comme il ne supportait pas celle des autres soi-disant frondeurs tels qu'il les appelle, comme Daniel Simonet, comme Clémentine Autain, comme Corbière et Garrido. Et surtout, me dit mon interlocuteur qui soutient François Ruffin, en réalité, Jean-Luc Mélenchon piétine ce que représente Ruffin, un vote populaire et pauvre du Nord. Il l'ignore car il ne le comprend pas, me dit ma source, et on a bien compris qu'il s'en fichait. Voilà, donc c'est vraiment des mots très forts de part et d'autre. On peut se demander quand même en pleine élection législative avec le RN aux portes du pouvoir, si c'est vraiment le moment pour se livrer à ce type d'échange. On observera cette bataille fratricide, bien entendu, en espérant qu'il y ait les moyens politiques de la mener, parce qu'effectivement, si on se retrouve avec le Rassemblement national au pouvoir dans quelques semaines, ce sera une autre paire de manches et toute cette dispute aura l'air totalement anecdotique. Merci Niels. Merci à toi Théo, merci. Et merci à vous de nous avoir regardés. Bien entendu, le média, votre média, compte sur vous pour prospérer, pour se développer. Donc allez sur tnt.lemediatv.fr. N'oubliez pas de nous mettre des petits pouces en l'air si vous nous regardez sur YouTube. Restez connectés aux médias.